Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché dans lequel nous allons forcément faire une mise à jour sur la situation au Moyen-Orient et la conséquence que ça a sur les cours agricoles. On verra blé, maïs, orge, colza. Cette vidéo n'est qu'un extrait du contenu réservé à nos clients, donc si vous voulez l'avoir dans son intégralité ou voire même que vous souhaitez être aidé dans votre commercialisation des céréales, mais aussi à l'achat de vos engrais GNR, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour cela, on a une période d'essai de 30 jours gratuite. Suffit de remplir le formulaire, le premier lien dans la description. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo. Bonne journée. On commence, comme vous le savez, sur la géopolitique. En ce moment, chaque jour amène son lot de surprises, hein. Si on regarde ce qui s'est passé depuis le 7 avril, on a eu pas mal de choses. Un cessez-le-feu de 2 semaines qui devrait justement prendre fin demain. La réouverture du détroit d'Ormuz par Téhéran, puis la fermeture le lendemain parce que les États-Unis ont décidé de garder leur blocus. Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? Le détroit est fermé. On a un double blocus, blocus iranien et blocus américain. On devrait avoir les négociations qui devraient arriver cette semaine. On devait déjà avoir des négociations hier, mais Téhéran ne voulait pas y participer. Aujourd'hui, on nous annonce la même chose. Cependant, on a la fin du cessez-le-feu qui devrait arriver demain. Donc forcément, Trump va remettre une couche sur la table en annonçant que s'il n'y a pas d'accord, on va tout simplement renvoyer des bombes, on va sombrer le pays à nouveau. Hein, pour rappel, avant le cessez-le-feu, Donald Trump avait annoncé pouvoir exterminer toute une population. Hein, comme quoi, il pourrait du coup recommencer à nouveau avant de potentiellement prolonger le cessez-le-feu et se rasseoir sur la table des négociations. Pour le moment, c'est pas le cas, donc affaire à suivre. Sur les détroits d'Ormuz, donc on a le double blocus, le premier blocus iranien ici, et le deuxième blocus américain qui se trouve sur cette zone-là. Depuis, donc, on avait le cessez-le-feu avec le blocus iranien qui fonctionnait avec un système de péage de 2 millions de dollars par pétrolier qui fonctionnait plutôt bien. On avait pas mal de pétroliers qui commençaient à repasser, même si on est bien loin du flux précédent. Mais depuis qu'on a le blocus américain, on a une baisse forcément du passage du détroit d'Ormuz. Et forcément, la situation que l'on a aujourd'hui avec la fin du cessez-le-feu n'arrange pas les choses. Si on regarde les cours du pétrole, on avait eu une baisse vendredi dernier, forcément, avec l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz, on avait une belle baisse du pétrole avec un moins de 10% sur le bas de la mèche. Et puis, forcément, vu que le lendemain, on a eu la refermeture du détroit d'Ormuz, on a effacé une bonne partie du mouvement. Pour le moment, hein, les acteurs sont en attente de signaux clairs sur les négociations. La parité, elle, est remontée sur les 1,18. On revient sur le haut du range introduit depuis juillet 2025. Donc pour le moment, on attend de voir, hein. La parité fonctionne un petit peu comme le cours des actions en ce moment, notamment le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, qui sont un petit peu dans une forme d'euphorie en ce moment, malgré un contexte toujours très incertain, hein. Les négociations ne sont très loin d'être finies. On a toujours des gros points de divergence entre les deux territoires. Néanmoins, les cours reprennent un petit peu des couleurs. Donc là aussi, on verra. Attention à ne pas être dans une forme d'euphorie un peu trop anticipée où justement un retour à la normale, un retour à la réalité pourrait très rapidement provoquer une baisse de la parité comme des actions. Ici en tout cas, la hausse de la parité ne favorise pas Euronext, hein, et donc on verra pour la suite, les prochaines semaines, mais une baisse de la parité devrait permettre en tout cas au cours Euronext de bénéficier d'un certain soutien. Au niveau des engrais, forcément, ça a toujours des conséquences. Le blocus, la fermeture des détroits d'Ormuz bloque l'approvisionnement mondial en urée et sur toute forme d'engrais et aussi avec la hausse du gaz naturel, même si on voit le gaz naturel qui rebaisse sur ces dernières semaines, on va voir le graphique juste après, mais les cours des urées, eux, continuent d'augmenter, hein. L'urée au Moyen-Orient se trouve à 830 dollars par tonne, et vous voyez qu'on revient petit à petit vers les plus hauts de 2022, malgré un cours du Brent qui, lui, n'est plus sur les plus hauts actuellement, et un cours du gaz naturel qui a bien ralenti aussi. Vous voyez ici, hein, le cours du gaz naturel, 40,225 euros par mégawattheure. On a une belle baisse sur ces dernières semaines, comme pour le Brent, mais l'urée sur le marché français, 750 euros par tonne départ port, solution azotée, 450 euros par tonne départ port, et l'ammonitrate 33,5, 535 euros par tonne, et 27%, 435 euros par tonne. Donc on vous a mis les prix par unité, 1,63 euros par unité pour l'urée, 1,50 sur la solution azotée hors volatilisation, et en ammo, 33,5 on est à 1,59, et en 27% on est à 1,61 euros par unité. Donc ici, au niveau de l'ammonitrate, on pourrait baisser de 30
40 euros par tonne, ce qui permettrait toujours aux organismes de pouvoir bénéficier d'une certaine marge là-dessus, de vivre sur ces prix avec les prix de production. Et donc forcément, ça serait potentiellement plus compétitif, étant donné que l'ammonitrate est créé en France, sachant que l'urée, lui, est beaucoup importé. Et là, malheureusement, on s'attend à des prix qui restent toujours élevés sur les prochaines semaines, prochains mois. Le ratio azote-blé, bah forcément, il continue hein, d'augmenter. Si on regarde aujourd'hui, on revient sur les plus hauts de 2022, mais là où on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux que 2022, bah, c'est au niveau des cours des céréales, Là où en 2022, on avait les cours du blé qui pouvaient tamponner un prix des engrais aussi cher, là aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On revient sur les niveaux les plus faibles depuis 2020, et malheureusement, des prix du blé, du maïs aussi faibles ne permettent pas d'encaisser une telle hausse des coûts des engrais. Conséquence forcément sur la filière agricole avec le conflit au Moyen-Orient, bah, vous avez une hausse du carburant, une hausse des engrais, qui, avec des prix faibles, bah, vont bien évidemment baisser les marges des agriculteurs. Donc qu'est-ce que les agriculteurs vont faire? Bah, ils vont essayer d'arbitrer leur surface. On a donc une production qui va être potentiellement réduite en blé et en maïs, qui pourrait donner un réajustement des cours dans les prochains mois, prochaines campagnes. Si on regarde au niveau des US, on devrait avoir un arbitrage du maïs et blé de printemps vers le soja, c'est d'ailleurs ce qu'on a eu avec les intentions de semis. En UE, c'est une baisse du maïs hein, qui va coûter cher aussi, avec un coût de séchage plus cher, avec un gaz naturel plus cher. Donc du maïs vers le tournesol et les orges. En Australie, on verra ça juste après, mais on a un arbitrage entre blé et canola vers les orges. Et en Argentine, c'est du blé vers le soja. Donc du blé, au niveau des États-Unis, donc au niveau des semis, on en avait déjà parlé lors des dernières vidéos, mais on fait un petit récap là-dessus. On a des semis qui sont très très faibles en blé, hein. On revient sur le plus bas de la décennie. Vous avez le graphique en bleu juste ici. Au niveau des intentions de semis, donc on est en baisse hein, sur le blé d'hiver de moins 6% par rapport à l'année dernière. Blé d'hiver, on était déjà en baisse de moins 2,2%, et donc sur le blé total, on a des semis qui devraient être plus faibles de 3% par rapport à l'année dernière. Donc ça pourrait avoir des conséquences dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, l'effet ciseau, vous avez aussi des rendements qui devraient être plus faibles de par une sécheresse très importante aux États-Unis. Si on regarde le graphique en haut à droite, c'est la sécheresse chaque mois sur l'ensemble des États-Unis, et on peut voir que en mars 2026, donc le mois précédent, on avait une sécheresse qui n'avait pas été observée depuis 1930. Hein. On n'a jamais eu un mois aussi sec depuis 1930 aux États-Unis. Donc bien évidemment, ça crée une sécheresse sur les cultures. 68% du blé, des surfaces en blé sont atteintes de sécheresse. Et donc les conséquences, c'est que en fait, vous avez les conditions de culture qui se dégradent. Et on est passé à 30% des surfaces entre bonnes et très bonnes, avec un niveau le plus bas enregistré à 27%. Donc on y arrive petit à petit. Et forcément, ça pourrait créer des dégâts dans les champs. Et donc sur la production. En Australie, si on regarde le graphique à droite, vous avez une baisse des surfaces. On avait donc 12,5 millions d'hectares semés, ensemencés la campagne dernière. Et bien cette année, on devrait être à 11,5. Les premières estimations de la production avec ces données-là nous indiquent qu'on devrait avoir une production de 31,7 millions d'hectares, forcément en baisse par rapport à la moyenne quinquennale, et ça pourrait avoir des conséquences là aussi sur les prix, étant donné que l'Australie, c'est un gros exportateur mondial de blé. Au niveau des cours à l'international, on peut voir quand même une belle compétitivité entre le blé français, le blé russe et le blé roumain, bulgare, où on a la taxe douanière russe qui a été rabaissée à 0 $ par tonne, avec un pic à plus 8,7 $ par tonne le 23 mars. Donc ils décident, pour être plus compétitifs, de retirer leur taxe douanière. On verra si ça aura un effet. On a toujours le blé ukrainien qui est toujours plus faible, et encore plus bas, vous retrouvez le blé argentin hein, avec une énorme production l'année dernière qui se permettent toujours d'être très compétitifs dessus. Au niveau des cours, le blé américain, lui, est toujours entre deux eaux. Il avait bien rebondi sur le support historique. Pour le moment, on attend un petit peu depuis le mois dernier. Sur l'hebdomadaire, si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo dans laquelle on avait vu une belle correction pour revenir sur les niveaux très intéressants pour avoir un rebond, notamment les 50% de Fibonacci et 61,8. Et bien, on est pile revenu dessus et on entame un joli petit rebond. Donc, à voir si celui-ci va continuer ou non.
Si on regarde le blé Euronext par rapport au blé CBOT, on peut voir qu'on a une belle correction hein, sur Euronext. Là où le blé CBOT, le blé américain, reprend un petit peu, nous on a du mal, hein, toujours sous le poids d'une parité énorme. Donc au niveau de notre stratégie, il nous reste encore 10% sur la R25 et 70% sur la R26. Pour le moment, on attend un petit peu, notamment la période de weather market qui pourrait aider le blé à reprendre un petit peu du poil de la bête. Si on regarde par rapport au Brent, là aussi, le Brent est très corrélé, enfin le blé est très corrélé en Brent en ce moment, donc forcément le blé est très impacté par le contexte géopolitique que l'on observe en ce moment. Là aussi, il faudra faire attention là-dessus. Si on voit une amélioration des conditions de négociation entre Iran et les États-Unis, forcément ça pourrait provoquer une chute du Brent et par conséquent une chute des cours agricoles avant potentiellement une reprise vers la prochaine campagne. Blé, mars 27, vous voyez qu'on est sur le support, hein, on est sur les 219,50 euros par tonne. Là aussi, on pourrait être dans une configuration assez optimale pour avoir une reprise là-dessus. En maïs, sur les cours, ben, on est dans un canal de correction hein, vraiment qui se fait